le plaisir de présenter de la collaboration de la Société Alzheimer de l'Ontario, Rhonda Grice. Le webinaire d'aujourd'hui est rendu possible grâce à la collaboration avec la Société Alzheimer de l'Ontario, qui est le mois de l'Alzheimer en Ontario. Très tôt, Rhonda a été conquise par les personnes âgées qui lui ont raconté leur diverses histoires en tant qu'employée et bénévole dans le secteur des soins de longue durée. Cela fait 17 ans que Rhonda est heureuse de faire carrière à la Société d'Alzheimer d'Oxford, navigatrice des soins de premier loin pour une équipe extraordinaire. Rhonda est reconnaissante envers les personnes âgées qui l'ont généreusement laissé entrer dans leur vie. Bienvenue, Rhonda. Je vous passe la parole maintenant. Merci, Susan. Merci de faire partie. Je suis ravie d'être ici pour partager avec vous ce que je peux pour si les personnes ont des signes de démence. Avant de commencer, j'aimerais je vais remercier le commanditaire du programme d'éducation parce que sans ces organisations, on ne peut pas offrir le programme d'éducation qu'on fait. Et aussi, je veux parler des objectifs d'aujourd'hui. D'abord, reconnaître les symptômes de la démence en utilisant les 10 signes précurseurs de la Société d'Alzheimer du Canada. Là, on va parler des différentes affections traitables qui peuvent rappeler ou aggraver les symptômes. On va regarder les examens médicaux généralement demandés en cas de suspicion de démence. On va parler des avantages de la recherche d'un diagnostic précoce de la démence. On va parler des risques liés à la recherche d'un diagnostic précoce de la démence, reconnaître la stigmatisation de l'agisme, et on va parler certaines idées pour défendre leurs intérêts. Et à la Société Alzheimer, on fait la promotion de la santé, comment prendre soin de notre cerveau, démence ou pas. Je veux parler un peu de temps pour parler du vocabulaire commun, parce que ce sont des questions qu'on reçoit. D'abord, j'aimerais parler de la démence. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, c'est un ensemble de symptômes. Je peux utiliser l'analogie des douleurs à poitrine. Peut-être que vous avez des symptômes, vous allez voir votre médecin, le médecin va faire des tests et va dire il y a une urgence cardiaque ou vous avez mangé des nourritures épicées et que vous avez un mal à l'estomac. Alors, pour la démence, on va aller au docteur avec des symptômes. Les symptômes sont de la démence. On regarde des symptômes réversibles et irréversibles, des causes aussi. Une des causes irréversibles de la démence, c'est la maladie d'Alzheimer et la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire. Autres types de démence irréversibles sont tous avec la Société d'Alzheimer et on sert beaucoup de personnes avec on sert généralement des personnes avec des démences irréversibles. Des fois, on parle de troubles cognitifs légers qui réfèrent au changement, aux capacités de ce que plus qu'on s'attend par rapport à l'âge, mais pas significatif assez pour qu'on appelle ça une démence. Pas certainement pour interférer avec votre vie quotidienne. Nos amis, les psychologues, les psychiatres et d'autres collègues utilisent le DSM et la démence y est référée qu'un trouble neurocognitif majeur. Je veux aussi faire réfléchir
au langage qu'on utilise pour les partenaires de soins, les aides non naturelles, les membres de la famille et amis. Dans mon expérience, la plupart, avec des gens avec les signes précoces dans les étages précoces de démence, les gens qui sont connectés à cette étape ne s'identifient pas comme étant soignants. Ils disent sa fille, sa femme. Ils ne vont pas se référer comme étant soignants. Donc, c'est très important d'être sensible à ce langage et les termes qu'on utilise. Est-ce que la famille veut que nous utilisions? Je veux très clair sur mon rôle. Je suis travailleuse sociale et mon ici, c'est pour vous donner de l'éducation pour que vous et la famille. Il ne s'agit pas d'un avis médical que je veux donner et ne doit pas être traité comme tel. Alors, contactez-moi après la présentation pour toutes questions d'ordre général. Les questions concernant votre santé spécifique doivent être adressées à votre médecin traitant. Si vous n'avez pas un fournisseur de soins de sang, vous pouvez appeler Health Connect. Vous avez le site web là-bas et aussi vous avez le numéro de téléphone. Et je veux reconnaître mon parti pris de soutenir ceux qui cherchent un diagnostic, les moyens de défendre le droit de la santé dans le comté d'Oxford, Ontario. Et notre spécialiste sont dans la ville de London. Je reconnais que les ressources que je connais sont surtout au niveau de cette géographie. Et je veux que vous preniez une minute pour réfléchir à la raison pour laquelle vous avez participé à ce webinaire. Y a-t-il des symptômes que vous observez en vous-même, chez les autres, et quels sont-ils? Prenez le temps, comme je disais, à réfléchir et on va après les comparer aux signes. Ces symptômes de la démence, les 10 signes avant-coureurs, ils vont partager le lien avec vous, bien sûr. Vous pouvez lire beaucoup plus par rapport à ces 10 signes avant-coureurs sont très communs chez les personnes qui ont une démence précoce. Le premier, c'est la perte de mémoire qui affecte les activités quotidiennes. De temps en temps, on oublie des choses. Je sais que j'oublie des choses, mais on parle de perte de mémoire qui affecte encore une fois les activités quotidiennes. Peut-être je me suis assise pour avoir une conversation avec mon partenaire et j'ai complètement... Ça peut être aussi que vous avez des pertes de mémoire, mais vous êtes capable d'utiliser des outils. Peut-être que je rencontre mon partenaire ce matin, j'ai fait une liste de tout ce que je vais faire, j'ai lu et je suis capable de me rappeler. Mais c'est pas préoccupant si j'ai écrit une note et de jamais me rappeler que j'ai écrit cette note. C'est pas... Mais c'est surtout une perte de mémoire, comme je disais, qui affecte les activités. Et nous avons bien sûr des choses qu'on fait pour nous rappeler, mais quand ces choses-là se rappellent. Le deuxième symptôme, c'est les difficultés à accomplir des tâches habituelles. Les tâches habituelles, par exemple, quelqu'un qui peut bâtir un plancher. Vous, peut-être vous êtes habitué à bâtir ça plusieurs fois, peut-être vous êtes assis dans l'hiver, vous planifiez de bâtir et vous trouvez que ces plans, ces mesures, vous avez des problèmes à effectuer les mesures pour bâtir le plancher, ce qui est normalement très facile pour vous. Ça peut être une difficulté ou un symptôme que vous notez. Un autre symptôme, c'est les difficultés de langage. Ça peut être rester coincé
au milieu d'une phrase, changer des mots que vous ne voulez pas. C'est des choses qu'on fait, mais on parle des choses qui sont préoccupantes. Aussi, quelqu'un, par exemple, qui parle très très bien et soudainement, ils ont des problèmes de grammaire, de mots. Et ça peut être ça, il y a un changement définitivement dans le langage. Ça peut être un symptôme. Un autre symptôme, c'est la désorientation dans le temps et l'espace. Peut-être vous revenez de magasinage, vous allez là-bas tout le temps, et tout d'un coup, vous ne reconnaissez pas la rue dans laquelle vous êtes. Altération du jugement aussi, c'est quelque chose qui vient tout le temps. Un exemple, par exemple, vos finances, c'est quelqu'un qui fait attention aux finances, mais tout d'un coup commence à dépenser trop. Quelqu'un, par exemple, vous vous habillez pour aller sortir, vous ne faites plus attention à la température dehors, etc. Numéro 6, des difficultés à voir des pensées abstraites. Ça peut être, par exemple, équilibrer votre compte chèque, ça peut être comprendre des phrases, des slogans, des choses. Par exemple, le chat est arrivé sur le toit et alors vous allez réfléchir, oh, le chat n'a rien fait, mais en utilisant cette phrase, c'est que vous n'avez pas à dire comme vous avez, c'est des pensées abstraites. Des objets égarés, on le fait, on met des choses de temps en temps, je peux mettre les céréales dans le frigo, le lait dans le tiroir, ça peut arriver, mais si ça arrive très souvent et ça t'arrive avec des localités très étranges, c'est des changements d'humeur et de comportement, quelqu'un par exemple qui est plus déprimé, moins intéressé aux choses, quelqu'un qui n'a plus les motivations qu'ils avaient avant, peut-être très rapide à se mettre en colère. C'est des changements dans l'humeur et dans le comportement et de personnalité aussi. Et le dernier, c'est la perte du sens de l'initiative. Je peux dire, j'ai pas l'initiative que j'avais avant. Alors, quand nous avons ces symptômes et qu'on les reconnaît, allez, on regarde de fait, alors, on a noté les changements, alors, quelles conditions qu'on peut mimiquer avec la démence? Qu'est-ce qui peut être la démence, mais ce n'est pas la démence. Hier, vous avez une liste. Encore une fois, je suis un travailleur à ce stade, je ne suis pas une personne médicale. Alors, quand on parle à un professionnel de soins de santé qualifié, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un examen pour les déceler. Ils veulent voir toutes les conditions qui peuvent paraître comme une démence irréversible, mais aussi on les traite, on peut améliorer les symptômes. Et c'est ça le bénéfice d'aller chercher un diagnostic précoce très tôt. Alors, il y a l'hyperthyroïde, la carence nutritionnelle, la déficience sensorielle, l'audition, la vision. Mais les gens, ne contrôlent pas leur test, ne testent pas leur audition comme on fait pour la vision. Pour la vision, on le fait chaque année, chaque 2 ans. Mais quand je pose la question, est-ce que vous avez eu un test d'audition? Et c'est les gens, ils pensent pas à ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire sans qu'il y ait une prescription de médecin pour aller chercher un test d'audition. Un accident vasculaire cérébral, l'hydrospécilie, des fluides dans le cerveau, la dépression, entre problèmes de santé mentale. Ce
sont traitables, ils n'ont pas des conditions progressives. Médications sur ordonnance et en vente libre peuvent apparaître comme une démence. Quand les gens passent à travers ces tests, très souvent je vois des gens qui viennent qu'ils n'ont plus prennent plus des médicaments et soudainement ils prennent des médications. C'est un sujet dont il faut parler avec l'équipe pharmacienne, la dépendance à l'alcool. L'alcool aussi peut mimiquer des signes de démence, l'apnée du sommeil aussi, parce que vous réveillez très souvent parce que vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas respirer, des infections, des tumeurs, des problèmes cardiaques et pulmonaires, le stress. Le stress, c'est commun pour un grand pour et nos soignants très souvent. Nous avons plein de choses qu'on peut gérer. Ça peut procurer du stress et ça peut faire paraître notre mémoire pire qu'elle ne l'est normalement. Gérer le stress de façon appropriée est très important pour se rendre compte. Alors, quand on prend nos symptômes et qu'on y réfléchit et qui peuvent affecter les symptômes, donc on va aller chercher les tests médicaux courants. L'ADRD est un diagnostic clinique souvent posé après un processus d'élimination. La plupart du temps, l'équipe médicale utilise leur jugement. Ce n'est pas un test qui est facile, ce n'est pas un scan du cerveau, c'est une combination et c'est un diagnostic clinique qui, comme je disais, souvent posé après un processus d'élimination. Ce processus nécessite souvent un entretien avec une personne présentant des symptômes. Et si vous avez noté des changements, donc c'est un test de bureau, oui, avec questions-réponses, oui. Est-ce que je peux nommer les animaux qu'on met devant moi? Je peux lier les points. C'est un test dans un bureau avec une personne avec papier. Donc, il teste plusieurs domaines du cerveau. Ce sont des tests pratiques et il y a un entretien avec un membre de la famille ou un ami qui connaît bien la personne concernée et ça se fait généralement dans un endroit privé où c'est facile de répondre concernant les symptômes que vous avez vous noter, surtout si la personne qui est affectée ne seront pas qui compte. Un scanner cérébral, un IRM, des gens qui viennent me dire ils ont fait un IRM, ils n'ont rien trouvé. C'est pas aussi direct que ça. Donc, de l'IRM, ils cherchent les grossyphiles, les tumeurs, etc. Alors, quand un scanner cérébral qui revient OK, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démence. Ça veut dire qu'on a enlevé d'autres problèmes qui auraient pu sont dans le cerveau, les analyses sanguines. C'est pour ça qu'ils trouvent des fonctions d'hyperthyroïde ou d'hypothyroïde, les déficiences vitaminiques, etc. Et ils regardent à votre examen antécédent médicaux et traitement des personnes traitables. C'est les personnes qui sont traitées, on les traite et on trouve des choses qu'on peut traiter, de voir s'il y a des améliorations ou pas. Après, on voit l'examen des médications, ceux médicaments qui sont sous ordonnance et sans ordonnance, les médicaments qu'on trouve sur le comptoir et que les gens prennent. C'est pas seulement les prescriptions, comme je disais, sur ordonnance et sans ordonnance. Et après, les tests auditifs et visuels et qui sont très importants en faisant partie du diagnostic. Comme vous pouvez imaginer, c'est plus d'une visite de 5 minutes chez le médecin pour faire investiguer toutes ces causes. Un des programmes
disponible à plein de gens dans la province de l'Ontario. C'est la clinique de la mémoire MINT. Ce sont des programmes que le médecin généraliste peut vous référer. Il peut vous envoyer un programme gériatrie régional et vous avez accès à des spécialistes, des médecins gériatres, des neurologues, des psychiatres, des équipes d'accès aux soins gériatriques ambulatoires, des ergothérapeutes. C'est une équipe au complet et les médecins généralistes peuvent être renvoyés, donc je disais, des programmes gériatriques régionaux, par exemple à London, Ontario, mais je sais qu'il y en a aussi dans d'autres régions de l'Ontario. On peut renvoyer des gens à des spécialistes, les médecins gériatres, les neurologues, les psychiatres. Notre région a aussi l'équipe d'accès aux soins gériatriques ambulatoires. Quand COVID n'est pas là, ils vont venir chez vous faire une évaluation. Et c'est un peu voir un gériatre chez vous, chez soi. C'est un bon moyen pour passer à travers ce diagnostic. Et je mentionnais aussi l'ergothérapeute. C'est des personnes disponibles qui sont disponibles pour aider avec le processus de diagnostic. J'aimerais partager avec vous maintenant un livre très important qui ont des expériences vécues. C'est un livre qui a été écrit par des personnes qui vivent avec la démence. C'est le LIN. C'est un guide, disons, et dans ces livres, les gens qui sont passés à travers le processus de diagnostic partagent leur expérience, les conseils, les choses qu'ils auraient voulu savoir au fur et à mesure qu'ils passaient à travers le processus. Certains des commentaires du livre, quelqu'un qui disait « J'aurais aimé savoir plus fort qu'il ne faut pas essayer de raisonner avec vos maris. » Depuis que j'ai arrêté d'essayer de raisonner avec les conversations sont devenues de plus en plus plaisantes. Et quand on est en désaccord, on laisse aller et on change de sujet. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait le médecin de ma mère a parlé de l'indépendance de ma mère. Elle a extrêmement clair dit que si elle est sa patiente, elle est légalement compétente. Alors le médecin a dit de ne pas parler à moi-même ou à quelqu'un d'autre, à moins qu'il ait une permission. Un des avantages de la recherche d'un diagnostic précoce de la démence sont listés ici, des avantages. Quand il y a une personne qui est atteinte de démence, elle a la capacité de faire progresser le plan de soins pour réfléchir au futur, qu'est-ce qu'il veut. Ça peut un autre webinaire en soi pour parler des options, par exemple, le plan d'action, le testament, les modalités de vie, l'ordonnance de ne pas ressusciter, aider à la mort, c'est quelque chose qu'il faut prévoir s'il n'y a pas de capacité. Ça, c'est deux parties très importantes. On peut parler d'arrangement de vie chez soi. Si je dois retourner, ce sont des choses qui sont acceptables pour moi, des choses que je ne veux pas. L'ordonnance de ne pas ressusciter, que ce soit pour la démence de la personne. La personne peut choisir de remplir ce formulaire et quand on parle de l'aide à la mort, l'aide à mourir par la personne diagnostiquée, ils ont l'opportunité d'apprendre pour de faire quand la personne est diagnostiquée précocement, ils peuvent apporter, recevoir un soutien des pères de la famille, ils ont possibilité de traiter ce qui est traitable. Ils peuvent aller chercher des traitements pour ralentir la progression de la maladie, préserver la qualité de vie. Ce sont des inhibiteurs de la cholinestérase, des médicaments de prévention des maladies vasculaires et des thérapeutiques. Ce sont des médicaments qui sont
pour les maladies, mais c'est pour prévenir aussi les dommages. On va parler de ça un peu à la fin de la présentation. Continuer de diagnostiquer précocement. Les aidants naturels peuvent être formés dès le début. Et ça, c'est un rôle très important de la Société d'Alzheimer pour informer, pour que les aidants naturels soient préparés à ce qu'ils peuvent faire quand ils prennent charge avec quelqu'un avec la démence et de recevoir l'éducation ce qui concerne ce qui est et ce qui n'y est pas. Pour les personnes qui sont diagnostiquées précoces, peuvent choisir de faire partie d'une organisation pour réduire la stigmatisation. Alors, si le diagnostic protectif, pourquoi les gens ne le font pas? Parce que il y a des facteurs de risque de protection liés à la recherche d'un diagnostic précoce, par exemple la dépression. C'est un diagnostic très significatif. La personne peut développer la dépression ou bien empirer leur état de dépression. Il y a des facteurs de protection, par exemple le counseling connecté avec la société d'Alzheimer, avec les soutiens au père, ce sont des choses qui protègent. L'autre risque aussi, l'exclusion sociale due à la stigmatisation, malheureusement. Toujours aujourd'hui, quand les gens apprennent qu'il y a de la démence, les gens sont laissés de côté et le facteur de protection chez les agents soignants est très important parce que planifier des rassemblements, des réunions, il faut garder la personne inclue dans la communauté impliquée. Des fois, quand la stigmatisation en éducation, ils comprennent les stratégies de communication, ils sont plus capables d'être inclus. Nous avons plusieurs de programmes récréationnels qui permettent aux gens de rester impliqués. La conduite d'un véhicule, conduire, c'est pour ça que les gens ne vont pas aller voir le médecin pour un diagnostic précoce. Quand on parle à un médecin des changements de symptômes qu'on a, qui sont engagés dans ces tests cognitifs, il y a un risque qu'ils vont trouver quelque chose qui peut préoccuper pour notre conduite. Si c'est le cas, ces fournisseurs de soins de santé sont obligés légalement de faire un rapport au ministère de Transport. Alors, c'est à nous de décider, je suis d'accord, oui, je pense que c'est le moment d'arrêter de conduire, ou bien de démontrer au ministre qu'on peut conduire de manière sécuritaire. Donc, des fois, ça freine les gens. Ça peut être un autre webinaire pour parler de la démence et de la conduite d'un véhicule. Que ce soit la démence et autre santé, c'est le risque à travers notre vie. Si nous avons des conditions de santé qui affectent la conduite, on a une obligation. Ça n'a pas seulement à voir avec la démence. Et c'est très important. On connaît la conduite pour l'indépendance. On ne veut pas faire des rapports. Ils font ces rapports parce que c'est une nécessité, pas seulement pour juste rapporter. L'autre risque pour aller chercher un diagnostic précoce, c'est les relations tendues, notamment dans les cas d'apathie. Si quand nous sommes préoccupés par quelqu'un qui montre des signes de démence, ils ne voient pas ces symptômes en eux-mêmes. On est, en tant qu'aidants soignants, dans un endroit difficile pour communiquer avec les soins de santé parce que la personne a sa vie privée, bien sûr. Donc, les relations peuvent être difficiles quand on commence à vouloir
chercher de l'aide quand il y a des problèmes. Et l'autre symptôme de démence qui peut causer des relations, c'est l'apathie, c'est le manque d'empathie dans les relations que nous avons. Et aussi, nous avons aussi la perte de confiance, risque de perte de confiance dans le médecin traitant en particulier si ce dernier est tenu de faire un rapport médical sur la conduite, par exemple. Et vous avez, si un rapport doit être fait, ce spécialiste doit compléter ce rapport et les relations avec le fournisseur pour les soins de santé. La stigmatisation et l'agisme existent, il faut les reconnaître. Des gens qui vont vous dire « Oh, tu as plus de 80 ans maintenant qu'au Croatie ». Quelqu'un vous dit tu te rends compte que tu as une mauvaise mémoire, donc il n'y a pas de problème. Les personnes atteintes de démence savent parce qu'elles ont un problème. J'entends des gens qui vont dire j'oublie des choses, je déplace des choses, je ne trouve pas mes mots tout le temps non plus. Ah, t'inquiète pas, ça m'arrive à moi aussi. Et parce qu'il y a des gens qui, avant l'Alzheimer, qui vivent tout seuls avec le soutien, et vous pouvez vivre ensemble, prendre soin de ça. Ou parfois, simplement le silence. Certaines idées pour défendre ses droits. Félicitations d'être ici, vous êtes ici pour vous informer. Mais contactez votre société d'Alzheimer locale, vous avez le lien. Cherchez des alliés parmi les prestataires de soins de santé, parmi les membres de votre famille et vos amis. Renseignez-vous sur les possibilités d'évaluation médicale dans votre communauté. Ne craignez pas de demander des soins de santé, une évaluation approfondie avec l'exemple de la douleur à la poitrine, par exemple. Et partagez vos objectifs avec une personne de confiance et demandez de l'aide pour naviguer le processus. Quelqu'un qui va venir avec vous, qui va vous aider. Et si le diagnostic n'est pas partagé, demandez son détour. Posez la question directement. Pensez-vous qu'il s'agit de démence? Vous pouvez le faire. Je reconnais que j'ai pris beaucoup plus de temps que ce qui était planifié. Je vais parler de la santé du cerveau avec démence. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir sur le site web, mais c'est essentiel d'être actif physiquement, être actif socialement. C'est très important pour la prévention. Par exemple, avoir un casque si vous êtes en bicyclette, utiliser le marcheur si vous en avez besoin pour éviter de tomber et pour les états naturels, c'est maîtriser le stress, en plus des autres choses que j'ai mentionnées. Allez, merci pour votre temps.